déjà pris place, donc ils prendront place aussi dans le petit jeu et la surprise qui nous attend. Vous ne saviez pas, mais vous allez découvrir en même temps que moi d'ailleurs. Mais avant ça, je vais appeler Patricia Nedel, qui est cofondatrice. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, merci. Il va vous falloir aussi un micro, pardon, c'est un petit réglage. Merci. Voilà, donc Patricia Nedel, qui est cofondatrice de Rent2Search. Alors, je vais le dire d'une mauvaise manière, mais Rent2Search, si j'ai bien compris, c'est un peu comme partager sa nounou ou partager sa tondeuse à gazon, sauf que c'est de l'équipement haute technologie entre des universités, des chercheurs, des industriels, etc., pour permettre de mutualiser les équipements difficiles à s'offrir autrement. C'est à peu près ça ? C'est le Airbnb de la recherche. C'est le Airbnb de la recherche, et voilà, ça encore se mieux. fait ici et non pas en Californie, donc c'est une bonne chose pour nous tous. Donc Rent2Search, vous êtes membre et administrateur de Bordeaux Techno West aussi, ce qui explique que vous êtes ici aujourd'hui. Et puis, vous avez été, et puis vous y revenez du coup en tant qu'incubé pour Rent2Search. Exactement. Alors, comment vous est venue l'idée, peut-être, de Rent2Search déjà, et puis ensuite, pourquoi vous parrainez ce speech ? Alors, sans vouloir faire de la publicité, je l'ai eu grâce au MEDEF. Donc, en fait, je suis membre du MEDEF depuis de nombreuses années et j'ai participé à la commission Relations extérieures. Et en fait, j'ai préparé un atelier sur l'économie collaborative. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai rencontré plein de chefs d'entreprise qui avaient expérimenté justement comme je loue mon camping-car. Et je me suis dit, au regard de mes expériences dans l'industrie, j'ai un passé d'industriel, j'étais chez Malakoff Médéric où on est sur la mutualisation aussi. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Avec Bordeaux Techno West, j'étais en rencontre avec plein de start-up, d'industriels qui avaient les mêmes problématiques. C'est-à-dire, pour faire de l'innovation, c'est bien, ça coûte très cher. On a plein de Innovation matériel. technologique, en tout cas. Ouais. C'est Toutes long. les innovations ne coûtent pas cher. Sinon, depuis ce matin... C'est très long. Et comment on peut faire pour débloquer les verrous ? C'est comme ça que j'ai travaillé avec des chefs d'entreprise de Techno West et on s'est dit, il y a quelque chose à faire pour enlever les cadenas de l'innovation, optimiser et rendre beaucoup plus agile l'innovation et construire le monde de demain de façon plus collaborative, en se disant, si on discutait tous ensemble, si on était mis en relation ensemble, on avancerait beaucoup plus vite que tout seul dans son laboratoire. Voilà. Et c'est comme ça qu'a été créé Rent2Search. Merci. Vous êtes prête à vous prêter au jeu qui nous attend ? Donc oui. Le thème, c'est la performance. La performance du dirigeant fait-elle la performance de l'entreprise ? Est-ce que la performance de l'entreprise passe par la performance du dirigeant ? Donc en tout cas, performance économique, performance, le tout c'est aussi de durer en bonne santé. Et donc on a invité pour ça quelqu'un que vous connaissez déjà d'ailleurs, il y a une petite anecdote quand même, Maxime Marie. Alors attends un peu Maxime, parce qu'il faut d'abord qu'on explique, c'est plus drôle. Pour la petite histoire, donc j'ai gagné le prix, le tournoi de golf du MEDEF il y a quelques années, et mon prix, c'était 2 heures avec Maxime Marie chez moi. Il m'a donné plein de conseils pour prendre soin de moi, de mon corps, avoir de l'énergie, et je l'en remercie. Et maintenant, attention, vous allez voir Maxime Marie. En chair et en os, bienvenue, viens. Tu peux prendre un micro. Je vais te présenter, je vais te présenter en quelques mots, et puis après tu nous feras bosser. Ok ? Donc, alors attends, Maxime Marie. Donc après avoir décroché le titre de champion de France Espoir avec l'UBB, vous avez vu ? Voilà, Maxime Marie a décidé de lancer Profil, que certains d'entre vous connaissent, je suis sûre. Voilà, c'est une société spécialisée dans le coaching sportif en entreprise et à domicile, avec alors cofondateur avec Aurélie, sa femme. Ils viennent d'avoir un 3e petit bébé quand même. Et donc avec 3 activités, 3 volets d'activités qui sont la santé des salariés, je vous le dis parce que quand même chez Leroy Merlin par exemple, ils ont une petite virgule matinale bonne santé à 6h du mat, 6 jours sur 7 je crois, ou 5 jours sur 7 chez Leroy Merlin. Et puis par exemple des pauses sport aussi sur les temps de déjeuner, voilà, dans des entreprises, des temps dédiés.
Voilà, un deuxième volet qui est la santé des dirigeants eux-mêmes, et c'est bien de ça qu'on va s'occuper juste maintenant. Et puis du team building en entreprise avec différentes choses sportives, défiantes, qui permettent aussi de resserrer les liens dans les boîtes. Voilà. Alors je t'ai demandé de nous concocter 5 petites minutes de mise en forme pour tester un peu notre performance de dirigeant juste maintenant. À toi de jouer. Voilà, déjà je pense qu'il y a beaucoup d'hommes ici qui ne feront pas appel à nous pour leurs épouses. Donc effectivement, vous êtes venus à l'Université des entreprises, et vous allez faire du sport. Personne ne vous croira ce soir, mais vous l'aurez fait. Et vous allez le faire en plus sans vous changer, en restant assis à votre place pour commencer, sans bouger. En tout cas, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Si vous pouvez vous asseoir. On va commencer assise. Patricia aussi, si tu veux pouvoir le vivre, même si tu connais. Ah ben vas-y, allez. Étape 1. Pour ceux qui peuvent, c'est important, sécurité, si vous avez des soucis de dos, d'épaule ou de cervical ou quoi que ce soit, que vous ne vous sentez pas de faire ce que je vais vous proposer, on ne négocie pas, vous ne faites pas. Étape 1, il est 15h, on va commencer par respirer. On va respirer, on va se grandir en respirant, on va vider les poumons en tendant les bras vers le haut, tout simplement. En vidant les poumons. Là, il y a une super photo à prendre, on tend vraiment les bras, on relâche un petit peu. On recommence ça, on va le faire 5 fois, s'étirer vraiment très haut. Encore 3. C'est parti, voilà, c'est parfait. Ça semble tout bête, c'est une base. On ne va pas pouvoir vous faire tout ce qu'on sait faire, évidemment, mais c'est une base qui va travailler sur vos diaphragmes, votre abdomen, vos lombaires, vos omoplates, la nuque. Ça va avoir un bénéfice assez général, surtout que vous êtes parti pour rester assis 1 heure de plus, donc... Parfait. Deuxième chose qui est très intéressante, c'est de pouvoir tonifier son dos. Encore une fois, pourquoi pas rester assis, en enfonçant les coudes dans le siège derrière. On serre et on relâche tout simplement une dizaine de fois. Allez-y, essayez, vous allez voir. Sur le coup, ça semble banal. Vous allez voir que petit à petit, vous allez vous redresser. Et toute l'heure qui va suivre, j'espère, vous resterez un peu tonique, vous serez un peu mieux, vous aurez moins tendance à faiblir, à vous avachir, à avoir la tension qui part, qui s'égare. Au contraire, vous serez tenu, voilà, vous serez bien droit. Parfait. Une dizaine, ensuite, on va pouvoir se mettre debout. Allez, je vous invite à vous mettre debout, vraiment. Vous allez voir, c'est très simple, on ne fera pas grand-chose. Hein. C'est faisable. Tout simplement, à peu près. Vous mettez peut-être de travers si ça craint pour vos voisins. Voilà, donc faites attention à vos voisins et vos voisines avant. Mettez-vous peut-être de biais, et on ouvre et on ferme. Tout simplement, c'est une troisième base de travail qui permet de dire, vous allez passer 1 heure, peut-être 2, peut-être plus, si vous allez jusqu'au dîner ce soir assis, à discuter. Voilà, restons toniques, restons en forme. Encore un peu plus haut les coudes. Et ensuite, on réitère l'exploit, on s'étire. Mais cette fois, si tout va bien, si vous n'avez pas de douleur, on part en arrière. Voilà. Et on détend l'abdomen. Vous le saviez, les abdos, il faut absolument qu'ils soient souples. On vous a toujours dit tonique, mais non souple, vraiment souple, détendu. Si votre abdomen est souple, vous serez performant, ça c'est certain. Allez-y, essayez. Voilà, ça fait bailler. Les bébés le font naturellement. Au réveil, quand vous réveillez un bébé, naturellement, il va s'étirer, il va se gainer, il va se tordre dans tous les sens pour trouver une musculature. Nous, adultes, on ne le fait plus, on est conscient qu'il faut se lever, aller vite au travail, on part fort. Et ensuite, on va le faire à 2. Donc, par 2. Si vous le sentez bien, ça se corse. Alors tu vas le faire pour moi. On va simplement mettre une pression derrière la tête de notre voisin, une pression extrêmement modérée. Parce que si vous commencez à pousser, voilà. Et cette personne, attention, cette personne va simplement résister en se gainant vers l'arrière comme ça. La main à plat, vas-y, voilà. Et moi je pousse, mais à peine. Ou va m'envoyer en avant, voilà. Et on relâche. On tient 3-4 secondes, on le fait 2-3 fois. On tient et on relâche. Tu veux le faire à... Ah non, mais c'est bon, ils sont 4. Alors à toi. Alors comme il a dit, j'ai joué au rugby, ça fait partie des échauffements typiques du rugbyman. On échauffe la nuque. Voilà, 3 fois. Et ensuite, on va étirer la nuque. Alors là, vous allez sentir ça peut-être, pour certains, ça va aller jusqu'au talon. Et cet étirement, on va le maintenir une quarantaine de secondes. Si c'est possible, bien sûr. Voilà. Ceux qui ne le font pas, vous n'êtes pas obligés de le faire, il n'y a pas de problème. On enroule vraiment jusqu'au ventre, tranquillement. Avec les deux mains.
Tranquillement, on enroule, ça va s'étirer peut-être jusqu'au thoracique, lombaire, parfois jusqu'au pied. Ensuite, on peut se rasseoir. Et le tout dernier, refaire exactement pareil. En restant assis, on peut enrouler une dernière fois la nuque. Et là, après, je pense que vous avez une attention pour 1 heure à l'aise. Merci beaucoup. Bonne La conférence. classe. Merci. Merci. Ah, alors j'ai un de mes invités qui a demandé expressément à ce qu'aucune image ne sorte de cette salle. Donc merci de respecter la totale confidentialité de ce qui vient d'arriver. Voilà, donc on va parler performance, mais peut-être la performance n'a-t-elle pas la même définition pour les uns, pour les autres. On a tous la nôtre et nous allons du coup, pour en parler, avoir 2 témoins, chefs d'entreprise, que nous avons invités. Et puis Charles aussi reste avec nous sur ce sujet épineux et donc bien présent et attentif. Voilà, alors Caroline Guérin-Pigeon, tu es au départ diplômée d'expertise comptable, mais ça semble bien loin maintenant, parce que depuis tu as fait des tas d'autres choses. Et après 5 ans en cabinet d'audit, tu as repris l'entreprise familiale Pigeon. Vous savez, c'est cette grosse concession automobile multimarque avec la voiture qui tourne là en haut, à la sortie 7 de la rocade. Comme ça, c'est facile, tout le monde reconnaît. Voilà, donc c'est une grande entreprise familiale aujourd'hui. Il y a 8 sites, 250 salariés, enfin peut-être même un peu plus, hein. Et vous êtes spécialisé dans la distribution automobile, donc évidemment dans un secteur d'activité où on se rend bien compte, que ça pose des questions aussi de responsabilité sociétale et environnementale. 2, une vraie mutation de métier, parce que vous avez en tant que concessionnaire un rôle d'intermédiaire qui est en train de perdre de sa raison d'être en fait, donc des vraies interrogations sur l'avenir de l'entreprise, de ses métiers. En plus de la révolution numérique évidemment, qui vient là aussi, et Internet, qui vient aussi transformer votre rôle et votre valeur ajoutée vis-à-vis du client. En discutant ensemble, mais surtout parce que je te connais un petit peu, je pense qu'il y a quelque chose qui te caractérise et qui est un proverbe africain, je crois, au départ, mais peut-être que je me trompe. Si tu veux aller vite, vas-y tout seul. Si tu veux aller loin, vas-y à plusieurs. Voilà. Plusieurs, évidemment, connaissent déjà ce dicton, mais je pense que ça te caractérise assez bien dans ce que tu cherches aujourd'hui à insuffler dans l'entreprise. Tu nous en parleras tout à l'heure. Et puis un deuxième invité, Nicolas Leroy-Fleuriot. Alors, dans l'automobile par passion, puisque vous êtes passionné de sport automobile, vous nous en direz aussi quelque chose, mais aussi dans votre vie de dirigeant. Vous avez été fondateur du groupe Ares, du groupe informatique Ares. Vous y êtes resté pendant 14 ans. Et puis un jour, vous avez choisi de racheter une petite boîte nantaise. À l'époque, 3,5 millions de chiffre d'affaires, 16 personnes. Et puis, au 30 avril... Alors moi, j'ai marqué au 30 avril 2017. Donc c'est en fin d'exercice. En tout cas, ce qui est visé, c'est plus de 100 millions de chiffre d'affaires et 450 personnes. Donc évidemment, une belle performance. On ne peut pas dire le contraire. 2 métiers... Vous faites du cloud computing en fait avec 2 métiers, cloud service provider, c'est-à-dire vous fournissez tout simplement la technicité, puis cloud service builder, donc là vous fournissez non seulement la technicité mais l'accompagnement à la modernisation des systèmes informatiques. Et finalement vous voyez votre métier comme un vrai outil de compétitivité, intégrer le digital et le numérique enfin vous le diriez mieux que moi, quoi. Mais c'est un vrai outil de compétitivité pour les boîtes que vous accompagnez. Vous êtes leader français, un des leaders français dans ce domaine. Vous aviez envie de nous partager 2 dessins qui parlent au fond de ce que... Enfin, vous m'avez dit en préparant, en fait, il n'y a pas de... Voilà, la performance du dirigeant est forcément associée à celle de l'entreprise et des organisations dans l'entreprise. Je vous laisse la parole. Puis ensuite, on continuera. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, d'abord, je suis ravi d'être avec vous. Cette année, j'ai été sollicité chaque année pour intervenir à une table ronde, puis malheureusement, je n'étais pas là. Et cette année, j'arrive de Paris et je suis ravi d'être là pour échanger. Et puis, j'espère que ce sera interactif, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que des monologues où chacun raconte sa vie. Alors oui, j'ai exigé, parce que je suis un garçon... Ça dépend de vous, du coup. En plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Interactif, j'ai un an de plus aujourd'hui. Oh. Donc j'ai négocié avec les organisateurs, c'est pas prévu, mais j'ai négocié que je puisse projeter 2 slides parce que tout le monde sait qu'il y a des gens qui captent l'audition, puis il y a des gens qui captent l'image. Moi j'ai envie que vous sortiez d'ici
en ayant eu des plaisirs à nous écouter. Et puis je voudrais appuyer mon discours sur effectivement 2 slides, parce que je crois qu'il n'y a pas de performance du dirigeant sans qu'il y ait derrière le dirigeant une organisation efficiente. Alors, on peut avoir une URL, évidemment, là, c'est la seule performance du dirigeant qui va s'exprimer. Mais je ne crois pas qu'on s'inscrive aujourd'hui dans ce débat sur le sujet des EURL. On parle donc des entreprises, et je crois que le dirigeant, il a besoin d'être accompagné, d'avoir une organisation. Alors, il y a une organisation. Alors c'est dans un style qui vous est propre, hein, que je découvre. Oui, parce que il faut que ce soit un peu ludique. Donc vous assumez l'entière paternité de... Oui, complètement. Il y a des organisations dites aujourd'hui archaïques qui ont été longtemps l'apanage de multinationales qui quand même aussi ont fait leur révolution. Mais vous êtes tous d'accord avec moi que ça a existé. Et ça d'ailleurs, je peux vous dire, on a des gros clients, je peux vous dire que ça existe encore. Voilà. Je suis assez chez les clients sur le terrain, à Paris surtout, où ça, je l'entends. J'entends des directeurs informatiques qui m'expliquent que ces dirigeants sont tous des c'est marqué. Bon. J'entends des dirigeants qui m'expliquent que leur directeur du système d'information et des équipes informatiques, c'est que de l'âme. Voilà. Bon. Donc ça existe, mais ça, c'est vraiment aujourd'hui archaïque. C'est d'autant plus archaïque qu'on a affaire aujourd'hui avec des gens qui arrivent sur le marché du travail, qui sont la génération Y et la génération zapping. Donc ces gens-là, aujourd'hui, ils arrivent sur le marché du travail, et ça, mais alors c'est sûr, il n'y a pas de question à se poser, ce genre d'organigramme, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera plus jamais. Donc moi je dis, et ce sera mes 2 seuls slides, je dis qu'un dirigeant aujourd'hui, dans une compagnie moderne, il doit être organisé, et que finalement il y a 3 types d'organisation, et puis je les ai synthétisés avec ces images-là. Il y a ce que tout le monde pense qui doit se passer, c'est-à-dire que le chef d'entreprise est dans son fauteuil et puis il fouette les salariés. Il y a ce que le dirigeant pense, c'est que c'est lui qui tire tout le monde. Et puis, il y a ce que ça devrait être. Bien, je dis, moi, en fonction des situations, en fonction des sujets qu'on a traités, en fonction des projets qu'on a traités, eh bien, il y a un management qui recouvre les 3 possibilités. Le dirigeant, par moment, il doit être le leader qui tire les wagons. Le dirigeant, par moment, il doit laisser ses collaborateurs le tracter, en tout cas exécuter. Hein, il décide et les collaborateurs exécutent. Il y a des moments où c'est tout le monde dans le même bateau. Okay. Donc en fonction des situations, en fonction des interlocuteurs, en fonction des gens qu'on a drivés, en fonction du profil donc des gens qu'on a drivés, en fonction des sujets, eh bien, le dirigeant il va devoir mettre en place des organisations qui vont se synthétiser avec ces 3 images qui ont le mérite de parler d'elles-mêmes. Voilà. Merci. Caroline Guérin-Pigeon, donc si on dit performance, quelle est la définition que tu t'en fais avec l'expérience aussi, hein? Alors, au niveau de la performance de l'entreprise ? Oui, la performance de l'entreprise, commençons par celle-là. Alors, performance de l'entreprise, d'abord pour moi, il y a bien sûr une notion de rentabilité, mais ce n'est pas de la performance, c'est un prérequis pour exister. Ça, c'est une première chose. Mais pour moi, la performance, ça revêt plusieurs autres éléments qui sont la capacité à durer dans le temps, dont être performant, c'est être capable de durer dans le temps, de passer les années, les décennies. C'est être capable de se faire plaisir aussi, parce que moi, je ne connais pas la performance sans plaisir. En tout cas, je ne peux pas l'être. Et du coup, non seulement que moi, je me fasse plaisir, mais être capable de faire en sorte que mes équipes se fassent plaisir, parce que si elles ne se font pas plaisir, elles ne sont pas performantes. Ça, c'est pour moi un deuxième point très important. Le troisième, c'est la capacité à se transformer, parce qu'effectivement, il y a une nouvelle génération, mais moi, ce n'est pas ma moyenne d'âge dans ma boîte. Moi, j'ai des gens un peu plus âgés, qui ne sont pas du tout aussi jeunes. Et du coup, l'enjeu, c'est que non seulement mon métier se transforme, mais que les humains qui sont à mes côtés se transforment aussi. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et on sait, c'était Attali qui le disait l'autre jour dans une interview, qui disait dans les 15 années à venir, 50% des métiers auront disparu. Donc il y a bien un enjeu pour moi à savoir se transformer. Et être performant, c'est savoir mener en fait ces 3 préoccupations, durabilité, plaisir pour soi, pour les autres, et transformation. Est-ce que du coup ça passe par combiner les intérêts individuels, enfin dans le plaisir, hein, les intérêts individuels de chacun avec aussi l'intérêt collectif ? Alors oui, alors l'enjeu c'est bien ça, c'est bien effectivement de tracter un collectif tout en laissant place à l'individualité. C'est bien ce qui n'est pas simple aujourd'hui. Donc ça passe bien sûr par une connaissance des besoins de l'entreprise au plus profond et par chacun à tous les étages, enfin vraiment par chaque personne. Et puis une fois que ces enjeux sont connus et sus, ça passe aussi par comment faire marcher cette mécanique humaine, donc qui va à la fois
tracter un collectif, tout en tenant compte des individuels. Et du coup, nous, ce qu'on fait chez nous, en tout cas, je peux parler d'une expérience qu'on est en train de piloter. Donc, on expérimente en fait des nouvelles façons de faire, mais vraiment, c'est un peu des petits labos puisqu'on a plusieurs sites. Et sur un, on s'est en fait saisi de l'opportunité d'une difficulté qu'on a eue justement sur un mode managérial très directif, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon métier, et plus particulièrement dans notre structure, le mode managérial était très directif. Donc le premier que tu disais, c'était fouette et avance, voilà. Mais ça, c'est à la fois générationnel, métier, enfin, ça, pour différentes raisons. Et donc sur un autre site où on était vraiment en difficulté avec des gens en souffrance, en fait, on a piloté une nouvelle façon de faire qui est de mettre les gens en autonomie et en co-responsabilité sans responsable, donc avec des responsabilités partagées. Et c'est un site qui, là, sur ces 6 derniers mois, donc ça date d'il y a 6 mois, ce pilotage, c'est un site d'une 15aine de personnes, et qui est passé de résultats négatifs à un résultat positif, avec effectivement un dirigeant en moins, mais du coup, un développement des gens et un développement de la performance. Et juste pour terminer, que ce soit bien clair, sur la culture économique, donc tu disais rendre les gens intelligents de la mécanique humaine, de comment ça marche, etc., et de la mécanique économique. En termes de transparence, vous allez jusqu'où et comment vous faites pour cultiver les salariés de ces leviers économiques? Comment ça marche, quoi, une boîte? Alors, en fait, on s'y prend de 2 façons. D'abord, on a commencé par, effectivement, pareil, les chiffres n'étaient jamais montrés. Donc, chez nous, ils sont montrés jusqu'au dernier chiffre. Donc, et c'est assez drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, on a monté un projet d'intéressement pour le groupe. Et jusqu'où ça va? Ça va dans la question qui est posée donc, en réunion ouverte à l'ensemble des collaborateurs. Pourquoi vous ne distribuez pas 100% du résultat aux salariés? Donc ça, c'est les questions que se posent les équipes. Pourquoi on ne distribue pas tout? Peut-être parce que, et du coup, les réponses qu'on apporte, et là on fait beaucoup de pédagogie, c'est de dire, d'abord, l'entreprise a besoin de réserves pour les coups durs. 2, elle a besoin d'avoir aussi une poche pour pouvoir investir et innover. 3, bien sûr, il y a une part qui revient aux salariés, c'est cette part de l'intéressement. Et 4, il y a aussi un actionnaire qui a besoin d'avoir du rendement de ses actions. Donc en fait, dans la transparence, on va jusqu'à dire ce qu'on distribue, ce qu'on fait, pourquoi on le fait. On donne en fait de la lisibilité sur la totalité des chiffres. Et après, ce qui est fait surtout, et ce qui a été travaillé, c'est qu'avec un comité restreint qui est en train de s'élargir aujourd'hui, parce que c'était très bien dit, tu l'as dit en entrée, en fait, on ne peut pas faire seul. Donc on a commencé à travailler à 10 de façon assez serrée, qui est de dire aujourd'hui comment on fait pour donner cette transparence, cette façon de faire différente. Donc on l'a déjà travaillé pour nous-mêmes, avec des autorisations de dire ce qu'on savait faire, ce qu'on ne savait pas faire, de demander de l'aide, de dire où est-ce qu'on était vulnérable, d'être solidaire. Donc, par exemple, sur ce site qu'on a accompagné, d'être solidaire, nous, on a des constructeurs qui sont avec des rapports de force très puissants. Donc, comment on se tient les coudes entre les marques pour faire front dans les négociations. Donc, il y a vraiment une solidarité qui est mise en place. Comment on accompagne un manager qui n'arrive pas à manager son équipe. Voilà, donc il y a cette solidarité-là. Et du coup, ce comité-là est en train de s'élargir parce que l'idée, c'est que ce n'est pas 10 personnes qui peuvent en porter 240. Donc là, on met ça en place avec une trentaine de personnes. Donc ces personnes ne sont pas forcément des managers, c'est ce que chez nous on appelle des leaders d'opinion. Donc des gens qui sont influençants, qui ont du lead dans l'entreprise, qui sont reconnus parce que, par leur expertise, parce qu'ils sont charismatiques, en fait, qu'ils ont du lead. Et donc on travaille maintenant en cercle plus élargi pour changer cette façon de faire. Ok, merci. Nicolas, vous m'avez parlé aussi des 4 valeurs qui sont les vôtres, anticiper, diagnostiquer, décider, agir. Et vous m'avez dit en préparant comment ça se traduisait là aussi dans l'entreprise concrètement. Je crois qu'il y a des modes de fonctionnement que vous avez mis en place, que vous souhaitiez partager. Je crois que quand on a une entreprise à forte croissance comme Keops Technologies, puisque vous l'avez dit, on va passer la barre des 100 millions de chiffre d'affaires sur l'exercice actuel, je crois qu'il faut avoir des valeurs fortes et ces valeurs, il faut les inculquer aux collaborateurs parce que je crois que en tout cas moi dans mes principes, il faut que les collaborateurs aient un sentiment d'appartenance à un groupe. Je travaille beaucoup ça. Je travaille beaucoup l'image de l'entreprise évidemment à l'extérieur, mais beaucoup à l'intérieur. Donc quand on parle de mes valeurs à moi et que j'ai fait, et c'est effectivement j'applique tous les jours à l'entreprise, c'est anticiper. Je crois que le leader, le patron de la boîte, son métier, c'est d'anticiper les attentes du marché, de sentir les signaux du changement, de lancer les projets d'innovation avant la concurrence. Donc, il faut anticiper en permanence. Ça, je crois que c'est le rôle principal du chef d'entreprise performant, en tout cas tel que moi je le conçois. Ensuite, ce chef d'entreprise, avec des collaborateurs proches, moi je constitue ce que j'appelle des groupes éphémères,
qui vont m'aider à diagnostiquer. Quand je sens des signaux de rupture du marché, quand j'ai anticipé ces signaux du marché, je constitue différents groupes en fonction des profils pour diagnostiquer quel positionnement on va adopter par rapport à cette rupture du marché. Quelles offres innovantes on va lancer. Et je cherche des groupes avec des profils différents, venant de différents horizons dans l'entreprise, et je ne cherche pas le consensus. Trop de consensus tue la bonne décision. Je cherche justement de l'adversité. Des fois, je vais la provoquer. Je vais provoquer de la zizanie entre les gens pour qu'ils ne soient pas d'accord. Parce que c'est en n'étant pas d'accord qu'ils vont se livrer et qu'ils vont souvent sortir des objections qui sont recevables. Donc ces groupes éphémères vont m'aider derrière, à la troisième phase après l'anticipation de diagnostic, c'est la décision. Qu'est-ce qu'on lance comme offre nouvelle? Quels investissements nouveaux nous faisons? On décide. Là, on est dans la phase de décision. Et puis après la phase de décision, eh bien, il y a l'action. Et là, l'action, elle va concerner tous les collaborateurs. Donc, notamment, chez nous, l'action, avant la mise sur le marché de nouvelles offres, nous allons annoncer 3 offres de cloud très innovantes d'ici la fin de l'année, probablement d'ailleurs d'ici le mois de novembre. Il va falloir former les collaborateurs à cette offre-là. Le 3 novembre, on réunit notre centaine de commerciaux et d'avant-vente pour leur présenter ces nouvelles offres innovantes que nous avons conçues avec les groupes de projets qui ont participé à l'anticipation, surtout au diagnostic et à la décision. Voilà. Après, dans notre enjeu, dans notre métier, il n'y a pas de performance, je l'ai dit, sans organisation, sans collaborateurs. Et nous, on a une chance. C'est qu'on est dans un métier où, évidemment, les entreprises investissent, parce que tout le monde a compris aujourd'hui que la transformation numérique des entreprises, ce n'est pas une mode, c'est une question de survie. Ceux qui, ici, dans la salle, ont des doutes de savoir s'ils doivent s'intéresser à la numérisation de leur processus, à la digitalisation de l'entreprise, bien que je n'aime pas le terme de digital, parce que digital, c'est les doigts, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais la transformation numérique, ça n'est pas un effet de mode. C'est devenu une nécessité, c'est devenu un outil de compétitivité, c'est devenu un outil de développement de l'entreprise, c'est devenu un outil de subsistance pour certains. Donc, nous, on a besoin de collaborateurs pour ça. Alors, on a un problème, c'est qu'en France, il nous manque 30 000 informaticiens. Autant vous dire que les bons chez nous, ils sont chassés tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, on a, nous, une grande force, c'est que la boîte a plutôt une belle image. Vous l'avez dit, on est devenu un des leaders du cloud sur le marché en France. On a 14 agences. Mais partout en France, on a des problématiques pour recruter. La chance qu'on a, c'est que pour le siège, on est à Bordeaux et que Bordeaux devient un point fort pour attirer des talents. Là, on a recruté pas mal d'experts système ou d'experts sécurité qui sont des denrées extrêmement rares. Et comme le siège est à Bordeaux, eh bien, ils viennent à Bordeaux. Donc ça nous facilite la vie. Mais après, demain, il faut les garder, ces gens-là. Donc là, on va travailler chez nous. J'ai formé mes managers, parce que ça fait partie de ma formation. J'ai formé mes managers à l'étude des besoins primaires. Tout le monde connaît ça, mais souvent on l'oublie. Vous savez, souvent on a tendance dans le quotidien à oublier les fondamentaux. Quand on oublie les fondamentaux, moi je peux vous dire un truc, on prend le mur dans la figure. Donc les besoins primaires, tout le monde les connaît, mais on les oublie. Eh bien, en fonction des profils, vous avez des gens qui ont besoin de reconnaissance, vous avez des gens qui ont besoin de finances, vous avez des gens qui ont des besoins de pouvoir, et vous avez des gens qui ont besoin d'image. Eh bien, il faut déterminer quel est le besoin primaire d'un individu et lui servir la soupe. Il faut lui donner ce dont il a envie, il faut le couvrir, son besoin primaire. À partir du moment où on va couvrir son besoin primaire, il va être bien, il aura ce qu'il veut, et il n'ira pas ailleurs, et il restera. Et nous, c'est un sujet parce que les gens, ils lèvent le doigt, ils ont 3 jobs. Caroline, concrètement, comment... Ah, Charles, tu voulais réagir avant Non, Vas-y. Allez-y, je ne suis pas pressé. Par rapport aux besoins des collaborateurs, à leurs envies, à ce qu'ils portent chacun, est-ce que tu as 1 ou 2 exemples, enfin, je sais qu'il y en a, qui peuvent illustrer comment toi, du coup, tu orchestres dans ta boîte cette question-là? Alors chez moi, ils sont très férus d'essayer en fait et de savoir ce qui se passe ailleurs. Donc du coup, ce qu'on saisit comme opportunité, c'est par exemple, on a participé à un événement qui était le rallye des pépites. Mais j'ai envie de dire, peu importe, il se trouve que c'était un rallye pour soutenir l'entrepreneuriat au féminin. En l'occurrence. Mais ce n'est pas le principal. Le principal, l'enjeu, c'était de permettre, en fait, sur une journée donnée, aux collaborateurs d'expérimenter le métier de quelqu'un d'autre dans l'entreprise, en fait. Et donc, du coup, au cours de cet événement, on a eu, par exemple, des comptables qui sont venus faire des présentations de véhicules, des techniciens qui sont venus faire de l'accueil client. Et du coup, ça permet aux gens d'expérimenter, de faire différemment sur une journée donnée. En fait, voilà, ça, c'est une des expériences qu'on fait. L'expérience qui va se lancer à la fin du mois, c'en est une autre. C'est parce que ça revêt en fait la notion de bien-être, c'est que chez nous, on part du principe que pour bien s'occuper de nos clients, il faut déjà bien s'occuper de nous-mêmes.
et qu'effectivement, le bien-être au travail est quelque chose d'important. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a des espaces qui sont plutôt froids, très normés par les constructeurs, pas forcément très chaleureux et conviviaux. Et en plus, notamment... Non, c'était juste pour préciser, c'est vrai qu'il y a eu un incendie Voilà, sur le j'allais site il y a venir. quelques années. Vous avez refait l'ensemble de l'entreprise, mais contraint par des normes constructeurs qui font Voilà. qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un espace qui est un bel espace, mais peut-être qu'il ne répond pas exactement aux besoins internes de Voilà, alors, l'entreprise. d'abord, il ne répond pas à ma vision du bien-être. En tout cas, moi, je ne trouve pas qu'on s'y sente spécialement bien. Et il y a des endroits où c'est un petit peu plus compliqué d'y travailler à cause des normes, c'est les endroits clients, mais encore que. On s'est gardé quelques zones possibles. Et il y a surtout les endroits des collaborateurs. Donc, ce qu'on va initier là, dès cette fin de mois et qu'on va commencer à faire, c'est qu'on monte en fait un projet qui est vraiment collaboratif dans tous les sens du terme, puisqu'on fait appel en fait à quelqu'un qui va nous aider à repenser nos espaces. Alors, comment on va les repenser? L'idée, c'est de les repenser. Chez nous, on a beaucoup de techniciens. On a des gens en fait qui savent travailler la matière. On a de l'outillage, on a des pièces, on a de quoi peindre, on a de quoi faire plein de choses. Donc, on a fait appel à quelqu'un qui, à l'origine, est plutôt menuisier. Et en fait, on va repenser les espaces intérieurs avec son équipe. Mais moi, ma demande, ça a été de lui dire, dans ton équipe, j'ai besoin que tu intègres mon équipe. Et donc, ça veut dire que dans la confection des lieux, en fait, du mobilier qui va se faire et autres, nos équipes vont intervenir. Donc, vont faire de la déco, soit à l'aide de pièces recyclées, de ce qu'ils veulent, en fait, avec ce qu'ils auront envie de faire. Il y en a un, Yann Bécat, qui me disait, c'était drôle, c'était un patron des ventes qui me disait, mais moi, j'ai toujours rêvé d'être menuisier. Je lui dis, essaye, fais-toi plaisir, tu te prends une journée et tu vas travailler le bois une journée. Donc, en fait, l'espace intérieur va être fait à leur façon, comme ils le souhaitent, avec nos propres matériaux, plus les matériaux apportés par cette équipe, et ils vont le faire ensemble. Voilà. Merci. Charles? Alors, quelques petites remarques. D'abord, parlons du menuisier. Est-ce que vous savez ce qu'Aristote disait du menuisier? C'est exactement le sujet. Aristote disait, mais qu'est-ce qui fait que le geste du menuisier est un geste parfait? Alors, tout le monde répond, la technique, la maîtrise, la performance, l'habitude, l'expertise. Et en fait, la réponse d'Aristote, c'est le plaisir qu'il prend à son acte. Autrement dit, Aristote s'interroge sur ce que c'est qu'un acte parfait, et il dit ce qui parachève un acte, c'est le plaisir qu'on y prend. Et si on va plus loin, ça veut dire que l'indice de la compétence, c'est le plaisir, d'après Aristote. Et c'est intéressant quand on voit comment, dans pas mal d'entreprises françaises, en tout cas celles où moi je vais, il semble qu'il faille tirer la gueule pour avoir l'air compétent. Et que la grise mine soit l'indice de la compétence dans certaines entreprises. Donc ça, c'est pour dire que je vous suis tout à fait sur la notion de plaisir. Ensuite, je vous suis tout à fait sur la notion très importante de dire que s'il y a décision, il faut savoir non seulement se méfier du consensus, mais aussi créer du dissensus. Et c'est une très belle idée. Je rappelle que voilà, il y a beaucoup de travaux là-dessus, sur ce que c'est qu'une décision. On en parlait au début, mais je pense que c'est important de revenir dessus. Dans toute décision, il y a un moment, une sorte d'acceptation du fait qu'on ne sera pas d'accord, qu'on ne peut pas prouver que ça va marcher, autrement ce serait qu'un choix rationnel, et qu'il y a une acceptation dès le début du risque de l'échec. Donc ça, c'est juste des points d'accord que je voulais un peu faire résonner. Mais quelle différence tu fais, par exemple, parce que j'ai entendu le mot de Nicolas qui était zizanie. Même semer la zizanie. Alors pardon Nicolas, mais moi Oui, mais j'entends ça, ça me fait... moi je trouve que c'est Voilà. une belle idée. Quelle est la différence entre dissensus ou dissensus et zizanie Non, mais c'est la même idée, elle est juste radicalisée. C'est juste que c'est très socratique. C'est ce qui fait naître l'idée, c'est la conflictualité. C'est le principe du débat, de la délibération. Ça je crois qu'on a compris. Mais en revanche, ce qu'on entend très bien, c'est la résonance aussi, même sociale ou politique. C'est que la recherche à tout prix du consensus fait qu'on ne prend plus jamais de décision. Et qu'on attend que tout le monde soit d'accord, on attend d'avoir l'expertise parfaite, on attend d'être sûr pour agir. Mais c'est la phrase d'Alain que j'évoquais tout à l'heure. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Et si on attend d'être sûr pour s'y mettre, on s'y mettra jamais. Bon, juste ça, c'est des points d'accord, mais je voulais souligner à quel point ça me parlait. En revanche, je voudrais vous soumettre une question un peu plus touchy, un peu plus, je dirais, décalée. C'est que si je vous entends, tous et toutes, on a un peu l'impression qu'entre la performance du dirigeant et la performance de l'entreprise, il y a une jolie complicité. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir les choses un peu différemment en pensant que dans certaines situations, c'est le retrait du dirigeant qui crée la performance de l'entreprise?
notamment parce que ça laisse de l'initiative, parce que ça laisse de l'espace, en fait. Et même aussi que, quelque part, il faut que le dirigeant, parfois, ne décide pas pour que d'autres le fassent et se saisissent de leur pouvoir d'initiative. Alors, vous allez me dire, c'est une manière d'être performante, encore. Mais sauf qu'elle n'est pas, c'est pas le même mot. Je dirais que du coup, le mot performance est un peu trop agressif. Et je parlerais plutôt de retrait, de laisser être, d'une manière de se retirer pour que le talent des autres, finalement, jaillisse. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Moi, je trouve que c'est tenir sa juste place, en fait. Pour moi, c'est ça, tenir sa place. C'est effectivement permettre, enfin, nous, dans nos processus de décision, ça m'arrive de ne pas être d'accord. Mais tant pis. À partir du moment où on a décidé ensemble, je suis pas d'accord, on tente. Ça marche Ce qui pas. rejoint ce que vous disiez. Hein. Oui, alors je vous rejoins avec une certaine limite. C'est-à-dire que je considère que moi, je donne à mon management intermédiaire et à ceux qui travaillent avec eux, je leur donne un cadre, un terrain de jeu, je leur donne un terrain de football. Et dans ce terrain de football, ils se placent où ils veulent et ils font ce qu'ils veulent. Là où le dirigeant doit intervenir, c'est si on doit aller jouer en dehors du terrain. Là, on ne peut pas laisser faire les gens. C'est pas possible. Il y a trop d'enjeux qui sont derrière ça. Et donc le dirigeant, ou en tout cas l'un des managers à haut niveau, doit accepter qu'on aille jouer en dehors du terrain. Voilà, je crois que les gens ont besoin d'autonomie, a fortiori dans notre métier, mais ils ont besoin aussi d'une limite du terrain. Et puis, si vous laissez trop faire, ça peut très vite tourner à l'anarchie. Je ne sais pas si c'est des gens qui prennent des décisions qui sont contraires à la stratégie d'entreprise. Bien sûr. Après, c'est plus un orchestre que vous dirigez, c'est une cacophonie. Donc, il faut quand même qu'il y ait des limites. Mais par contre, plus on recule les limites, et mieux tout le monde se porte, en théorie. Oui, non, mais j'entends bien, mais c'était juste pour faire résonner le mot performance dans sa dimension un peu de crispation. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne peut pas se demander si parfois, à trop rechercher la performance, on la bride pas chez les autres aussi. Exactement. Oui, mais alors attendez, moi vous m'intéressez, c'est quoi la performance ? Ça dépend comment on la définit. Mais là, j'avais l'impression que la définition implicite, c'était quand même le résultat. Le résultat, pour être un peu concret, le résultat obtenu par l'entreprise. Et peut-être que ce que je voulais dire, c'est que quand on met trop la pression, c'est une question, hein, pour une fois, je pose une question, j'ai le droit, que quand on met trop la pression par rapport à un objectif de résultat, finalement, on l'atteint moins que si on relâchait un peu cette pression. Et c'était aussi pour faire un peu résonner l'ouverture de la séance par l'assouplissement du corps. Vous savez, c'est juste pour comprendre la question, il y a, vous savez, dans le tir à l'arc, c'est un livre que je vous recommande qui est très très court, qui s'appelle « Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc ». Et c'est exactement une façon de penser à la performance. Les plus grands tireurs à l'arc, ils disent, enfin en tout cas c'est la théorie de ce livre, que s'ils veulent trop atteindre le cœur de cible, ils ne l'atteindront pas. Alors attention, ils s'entraînent beaucoup, ils sont très bons, très experts, et donc ils veulent l'atteindre. Simplement, la condition pour qu'ils l'atteignent effectivement quand elle est difficile à atteindre, c'est que, in fine, ils soient dans le relâchement. Et il y a une très belle phrase qui peut vous porter dans l'existence, dans plein d'autres champs de l'existence, c'est l'auteur dit « Il faut que le moment où la flèche parte surprenne le tireur lui-même. » Et c'est à cette condition qu'il atteindra sa cible. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'on met tout en place dans une logique de performance, mais qu'on crée comme des espaces, qu'on ritualise pour que cet objectif ne soit plus l'objectif premier et que peut-être, pour vous écouter, l'objectif premier devienne le bien-être, par exemple, ou que chacun soit à sa place. Et que du coup, on pense la performance comme un effet émergent et plus comme l'objectif premier. Voilà, c'est une question. Je suis très d'accord. Caroline ? Moi, je suis assez d'accord. La performance comme un effet émergent, enfin un effet secondaire presque de chacun à sa place. Moi, j'en suis convaincue parce que c'est vraiment l'expérience qu'on a vécue sur ce site qu'on a, entre guillemets, libéré, en fait, libéré de pression, et qui, du coup, est en train de se développer. Les gens sont en train de prendre des initiatives. Alors, ça ne se fait pas du tout dans l'anarchie, parce que, bien sûr, on a mis quelques règles de fonctionnement, qui sont, du coup, un comité de pilotage, qui sont des rituels de rencontre, qui sont comment je gère mes flux. Alors, du coup, ça fait
des organisations matricielles pour te rejoindre sur les organisations. Donc, c'est des organisations qui sont en ligne. Et du coup, en fait, ce qu'on canalise, c'est comment les flux relationnels, en fait, se font. Et c'est ça, effectivement, qui leur donne de la performance. Parce que du coup, ils sont co-responsables du résultat et c'est ça qui les intéresse. Et en fait, ils sont challengeux sur qu'est-ce que je suis capable de faire moi-même, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je le fais, quel plaisir je prends à le faire. Et alors, on parlait d'incarnation des valeurs. Tu sais, ce matin, enfin, vous n'y étiez pas, ni Caroline ni Nicolas, mais ce matin, j'ai utilisé le mot du dirigeant qui incarne aussi, en termes d'exemplarité, les valeurs, ou qui s'applique aussi à lui-même ce qu'il aimerait voir faire à ses collaborateurs. Et tu disais que le mot incarnation était quand même un peu fort et inatteignable. Je suis d'accord, à part d'être Jésus-Christ, c'était compliqué. Donc ça, j'ai retenu, j'arrête. Moi, j'ai essayé de marcher sur l'eau, j'ai pas réussi. Hein. Voilà, en fait, c'est encore une fois une manière d'entendre le mot, quoi. Incarnation. Oui, mais c'est ça veut dire que des valeurs qui sont spirituelles ou abstraites, elles sont dans la chair, dans les actes, dans les pratiques, dans les processus. C'est trop demandé aux humains, moi, je pense. Alors, du coup, on pourrait dire, essayer peut-être de symboliser des valeurs, de faire signe vers des valeurs, et en fait, tout simplement, de les faire vivre. Mais simplement faire vivre des valeurs, ça n'est pas les incarner. C'est juste montrer que dans sa manière compliquée de bosser au jour le jour, on se pose cette question. Voilà, simplement ça. Et je pense que ça peut être contre-productif de demander aux gens d'incarner des valeurs et de trop leur rappeler les valeurs de l'entreprise, parce qu'il y a trop de décalage entre le plan des valeurs et le plan des gestes concrets qu'on fait tous les jours. Et même en tant que parent, on peut comprendre ce problème. Et finalement, c'est un peu comme tout à l'heure. C'est si on met la barre trop haut, les gens vont être blessés de ne pas l'atteindre et développer des symptômes et finalement mal le vivre. Et au fond, être moins performant, justement. Alors que si on explique que voilà, les valeurs, c'est ça, c'est un horizon idéal, et qu'on considère le travail quotidien comme étant défendable dans la mesure où on marche sur ce chemin, je pense qu'on peut oublier la notion d'incarnation et parler plutôt de manière de faire vivre, ou peut-être de symboliser, ou juste, moi je serais encore plus simple, c'est juste ne pas abandonner la question de ce qui est essentiel, la question des valeurs. Mais je pense qu'il faut être lucide et dire qu'une entreprise, elle n'est pas créée pour faire vivre des valeurs. C'est pas vrai. Elle est créée pour fabriquer de la valeur et faire du profit. C'est ça une entreprise. Et que donc, nous les humanistes, nous tous les humanistes, on doit plutôt tenir les deux maillons de la chaîne et juste reconnaître que c'est difficile. Et à mon avis, si on met la barre trop haut, on va mal le vivre. C'est tout. Voilà. Et puis alors j'ai une dernière question qui est autour de, alors pour vous deux dirigeants, qui est autour de finalement, en tout cas aujourd'hui on a passé beaucoup de temps à centrer le regard sur mon business model et puis comment je traduis ça, comment j'embarque les collaborateurs, comment je suis attentif aux collaborateurs, comment je fais pour que chacun soit à sa place, etc. etc. Et en même temps, il s'agit bien aussi en tant que dirigeant parfois de prendre la peine de se dire, et moi où j'en suis du make sense de ce matin, comment je dure, comment je m'assure non seulement d'être performant, mais de tenir dans la durée, etc. Est-ce que ça, c'est des questions que vous avez et que vous vous posez au jour le jour ou pas plus que ça, Nicolas, Caroline? Chaque matin en me rasant. Chaque matin en me rasant, d'abord, je viens d'avoir 53 ans. J'ai une carrière professionnelle qui maintenant est largement derrière moi. Pour tout vous dire, je me suis posé la question l'année dernière de m'arrêter, parce que j'avais une belle offre de rachat de l'entreprise, et une offre que j'avais d'ailleurs acceptée. Et puis, chaque jour qui a passé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors, comme j'aime l'automobile, vous l'avez dit, je me suis dit, bon, allez, je vais racheter une concession BMW ou Porsche, et puis ça va m'occuper un peu, ça va m'amuser. Et puis, chaque jour qui passait, plus je me rasais, plus je me disais, mais dans 2 mois, je vais m'emmerder, quoi. Donc, un an s'est écoulé, puisque ça remonte à juillet 2014. Un an s'est écoulé et en juillet 2015, j'ai pris la décision de ne pas vendre l'entreprise, de rester et de préparer ma sortie, par contre. Donc, je sais exactement ce que je vais faire parce que là, je viens de remplir pour 5 ans. Et ça fait partie de la performance du dirigeant, ça. C'est de préparer l'après. Donc, je sais qu'avec j'ai une vie quand même. Moi, j'ai choisi de ne pas avoir d'enfants. J'ai usé mon épouse, voilà. Donc je suis pas un garçon facile à vivre, donc il faut préparer l'après. Il faut préparer l'après. Je crois que ça fait je le dis, j'insiste, ça fait partie de la performance du dirigeant, que de savoir
quand est-ce qu'il va s'arrêter, qu'est-ce qu'il va faire après et comment il va transmettre l'entreprise à ses enfants ou pas à ses enfants. Donc moi j'ai pris la décision de remplir pendant 5 ans. On va s'installer, je vais partir si tout va bien, je vais m'en aller dans la deuxième partie de 2018. Là on finit, on en a fait déjà une acquisition à Paris cette année. On va en faire une deuxième d'ici la fin de l'année ou tout début 2017. On va arrêter ensuite la croissance externe en France. Après la phase d'ingestion, il y a toujours une phase de digestion. On va digérer ça en 2017. Et en 2018, je m'en irai à San Francisco pour faire une acquisition là-bas et commencer à internationaliser l'entreprise, puisque la seule faille du business model de Keops aujourd'hui, c'est que nous sommes franco-français et nous ne sommes pas à l'international. Et je considère que pour aller à l'international dans ce métier, il faut d'abord y aller par la Californie, parce que c'est la Mecque de l'IT, et qu'à partir de là-bas, une fois qu'on est installé là-bas, on pourra envisager le monde. Bon. Donc j'ai rempli les 5 ans, mais dans les 5 ans qui viennent, j'ai déjà 18% du capital qui appartient à nos collaborateurs. Je vais faire en sorte que mon management, d'abord soit à l'abri du besoin, définitivement, quoi qu'il arrive. Moi, je le suis déjà. Je veux que les 20 qui m'entourent depuis presque 30 ans pour certains, je vois que mon assistante est dans la salle, donc elle se reconnaîtra. Je veux que cela, le jour où moi je m'en irai, je veux qu'ils soient à l'abri du besoin, quoi qu'il arrive. Quel que soit demain le dirigeant, qu'on ne les mette pas dehors et qu'ils se retrouvent à finir leur jour avec des moments difficiles. Donc voilà, ça c'est devenu une de mes priorités pour les 5 ans qui viennent. Et je vais préparer ma sortie d'ici à peu près 5 ans. Voilà. En tout cas, peut-être que je resterai un peu, mais certainement moins présent. Voilà, parce qu'à un moment ou à un autre, la performance du dirigeant, on va rester en haut, ou essayer de rester en haut. Je crois que ce qui est plus facile, c'est d'arriver en haut. Le plus dur, c'est d'y rester. Voilà. Et je peux vous dire que ça use et on consomme beaucoup d'énergie. Alors je reste moi passionné par ce métier qui est absolument fabuleux. J'ai d'autres passions, vous l'avez compris, je fais du sport automobile qui me fait beaucoup de bien d'ailleurs. Je reviens en général d'un rallye, je reviens là du Tour de Corse, je suis revenu avec une pêche monumentale, prêt à gravir 2 montagnes à la fois. Mais à un moment ou à un autre, on est usé et je pense qu'il faut penser à vivre. Voilà, à vivre, non pas que pour le boulot. Caroline? Alors moi, j'ai pas tout à fait la même vision parce que moi, de toute manière, je la prépare déjà à ma sortie en mettant les gens en autonomie. Donc d'ores et déjà, si je m'en allais demain, je le fais déjà ça. Mais quand on parle de la performance du dirigeant, donc c'est de s'occuper de soi. Pour moi, c'est encore autre chose. Et du coup, ça, je le fais parce que pour le coup, moi, j'ai 49 ans. Donc dans 5 ans, je pense que je travaillerai encore. Donc il faut que je tienne encore une bonne quinzaine ou une bonne vingtaine d'années. Il faut que je tienne d'ailleurs. Le mot n'est pas exact. J'aurai plaisir à continuer encore pour un grand nombre d'années. Et pour ça, du coup, je suis vigilante à faire attention à moi. Alors de plusieurs façons. D'abord parce que, et la raison principale, c'est que bien sûr, parce que j'ai envie de tenir performante, mais aussi parce que je suis convaincue d'une chose, c'est qu'il faut d'abord commencer par soi avant de pouvoir s'occuper des autres. Donc je m'occupe de moi. Et je ne l'ai pas toujours fait. Et ça, je peux vous dire que de changer ça, ça change la vie. Donc du coup, en plus, moi je suis mariée. J'ai bien l'intention de le rester aussi. Donc j'ai 22 ans de mariage. J'aimerais bien en garder encore pour les 20 années à venir. J'ai 3 ados. Donc pour ceux qui ont des ados, vous savez ce que ça peut faire, des ados. Voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, bien sûr, j'ai besoin de maintenir mes équilibres. Donc de différentes façons, tout simplement en étant attentive à mes besoins. Donc moi, j'ai une carcasse qui nécessite du sport. Donc Maxime, c'était super. Moi d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui vient chez moi et qui me lâche. Donc peut-être qu'on se verra à la fin. Voilà, il vient à 8h le matin, il ne peut plus. Donc voilà, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'effectivement, en termes, donc mes besoins, c'est quoi? C'est de faire des pauses de façon régulière, mais pas n'importe comment. Moi, mes vacances, elles sont vraiment à ma manière, c'est-à-dire au vert parce que moi, j'ai besoin de me mettre au vert, avec du soleil parce que j'ai besoin de soleil, avec du vent parce que moi, mon sport, c'est pas l'automobile, mais c'est le kitesurf, donc il me faut des conditions pour ça. Et puis sans téléphone et sans communication parce que comme ça, j'ai une paix royale et j'ai juste les gens que j'aime autour de moi. Donc ça, c'est un moyen de me ressourcer que je mets en place de façon très régulière. Donc ça, c'est encore une autre chose. L'autre chose qui fait que j'essaie de m'entretenir, c'est que je fais une journée de formation par mois aussi. Donc je me forme régulièrement avec de l'échange, avec d'autres chefs d'entreprise. Donc ça aussi, pour moi, ça fait partie de mon propre développement. Et des choses qui me permettent de durer en tout cas dans le plaisir. Il y a aussi le fait que j'ai appris aussi, et ça, c'est pas le plus facile, c'est-à-dire à rien laisser passer parce que après on a tous des personnalités différentes, mais moi peut-être que ma faiblesse ce serait ce qu'on peut appeler de la passivité quelquefois, donc de laisser passer des choses et ces choses-là du coup on les retient et du coup une des choses dont je me suis occupée pour moi et du coup dont je fais s'occuper aussi mes équipes, c'est comment on se dit les choses systématiquement et comment on les traite et comment on les laisse pas passer. Et ça, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément confortable, mais se confronter, c'est vraiment important pour justement être nettoyé régulièrement.
Voilà, si je pouvais dire comment je m'occupe de moi. Merci, on arrive au bout de ce speech. Un petit mot de conclusion de l'un de vous. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a vu beaucoup d'authenticité, d'essayer de comprendre et de faire au mieux de la part à la fois de Caroline et de Nicolas. Et mon message, c'est effectivement respirer, parce que quand on sort du cadre, c'est là où déjà on prend soin de soi et on se ressource, et c'est là où on a les meilleures idées. Voilà. Merci. Sortir du cadre pour avoir des idées. Bien, merci beaucoup. Merci à vous deux. Voilà, merci. Rendez-vous à 17h. Ça vous laisse du temps pour continuer à sortir du cadre, rencontrer, poser les questions, échanger des idées. Rendez-vous ici.